La Chine, vue de loin, belle, exotique et mystérieuse. Chine paisible, religieuse et priante, honorant ses ancêtres. Raffinée et subtile, éprise d'esthétique, respect des formes dans l'art et dans la vie courante. Chine profonde et paysanne, 1 milliard d'hommes et de femmes refaisant les mêmes gestes depuis 5000 ans. Chine laborieuse, coulant dans le temps, restée elle-même à travers sa longue histoire, et qui prépare son avenir. Chine moderne qui s'active en honorant son passé, comme ici à Taïwan, au mausolée des martyrs. C'est dans ce temple que sont honorés les héros de la guerre sino-japonaise. Véritable panthéon, il abrite un immense autel couvert de tablettes en bois au nom de ces héros. Quotidiennement, quelques centaines d'entre eux reçoivent l'hommage de la nation. Un seul blanc parmi eux, un Belge, Vincent Leb, connu ici par son nom chinois de Lei Min Yan. Les 3 premiers caractères apparus du haut sont ceux de Lui Mingyuan, le tonnerre qui chante au loin. Le 4e caractère et le 5e rappellent son héroïsme. Les 3 derniers caractères signifient la place de son âme. L'ensemble des caractères lus du bas en haut veut dire ceci est pour rendre présent l'esprit du héros que fut Lui Mingyuan. Le professeur Chiang Fu-tsung fut le directeur de la Bibliothèque nationale de Chine et le conservateur du Musée national depuis 1937. Il est vénéré par tous comme une grande figure du monde culturel chinois. Pour comprendre la destinée de Vincent Leb, il nous faut remonter au siècle dernier. La Chine se dénomme l'Empire du Milieu, et elle se voit comme le centre du monde. Un monde auquel elle se veut supérieure, par la richesse et l'ancienneté de sa culture. Un exemple parmi d'autres. En 1844, le chef de la diplomatie chinoise fait rapport à l'empereur dans les termes suivants. Les barbares anglais ayant aidé Amadoué, les barbares français et américains sont aussi venus cette année. Je les ai traités de façon à les mettre de belle humeur. Élevés dans des pays étrangers, ces barbares sont incapables de comprendre les choses de l'Empire du Milieu. Difficile à comprendre, mais bon à prendre en tout cas. En effet, le Japon voisin s'empare de la Corée et de Formose. L'Angleterre impose, par les armes, le commerce de l'opium. Suivent les autres nations d'Occident qui s'octroient des concessions dans les grandes villes et les ports. À genoux devant les canons, la Chine impériale et superbe est devenue un marché que se disputent les puissances. Le chemin de fer des Blancs consacre cette colonisation. 1900, c'est la révolte. Son symbole, un poing fermé, le poing de la justice, d'où le nom de révolte des boxeurs. Les Blancs sont pourchassés et les chrétiens chinois sont spécialement visés. 30 000 d'entre eux sont massacrés. Réfugiés à Pékin dans les ambassades, chrétiens, missionnaires et soldats blancs soutiennent un siège de 40 jours, puis sont enfin libérés par un corps expéditionnaire envoyé par 7 puissances occidentales. La position des chrétiens est en effet très équivoque. En plus des concessions territoriales, commerciales et autres que les nations occidentales ont arrachées à la Chine depuis 50 ans, la France
s'est octroyé le droit de protéger les missionnaires de toute nationalité. Dès leur arrivée, les missionnaires relèvent de ce qu'on appelle le protectorat français, dépendance de l'Église par rapport à la France, pourtant bien anticléricale à l'intérieur de ses frontières. Et donc, en cas de litige, pour des questions de terrain, pour des questions de personnes, pour toutes les questions relevant de la sécurité, la juridiction, les missionnaires pouvaient donc introduire leurs plaintes auprès de l'ambassadeur de France, qui les protégeait, qui intervenait, lui, auprès des ministères chinois. Et donc ça ne s'appliquait pas uniquement aux missionnaires français, mais à ceux de toutes les autres nationalités, même si l'Allemagne et l'Italie ont essayé à un moment donné de se soustraire à ce protectorat-là pour l'exercer eux-mêmes. Par conséquent, on peut comprendre dans le contexte politique de l'époque, n'est-ce pas, que ce protectorat français ait été pratiquement indispensable. Mais je crois qu'il a entraîné alors des abus, une conception abusive de la part de beaucoup de missionnaires, n'est-ce pas, qui n'ont pas compris que précisément ils ne devaient pas coloniser la Chine, n'est-ce pas, et y introduire des éléments de la culture française, mais qui devaient au contraire essayer de comprendre la culture chinoise, de l'estimer, et par conséquent de créer une église catholique de Chine qui soit aussi chinoise que possible. Et c'est ça l'intuition du Père Leb, n'est-ce pas? J'accompagnais quelques missionnaires en promenade au Meichan, cette colline qui fait partie des jardins impériaux. Du joli kiosque impérial qui est sur la pointe, on voit tout Pékin, c'est ravissant. Des tours, des pagodes, des toits au nez retroussé dans tous les coins. Mais au milieu de cette petite féerie orientale, une large plaque blanche détonne. Pas jolie, franchement pas jolie. C'est le Pétang, le quartier occidental. Le style et la couleur des maisons, la cathédrale surtout, tout cela est volontairement étranger à la Chine. Ces mots sont de Vincent Leb. Arrivé en Chine au début de 1901, il souffre que son église soit étrangère. Très vite, il prend parti pour les Chinois. Vincent Leb est l'aîné de 7 enfants dans une famille très croyante, où l'idéal d'honnêteté est poussé très loin. Durant ses études, passionné par les mouvements de son époque, il écrira « Je suis pour les critiques et pour les démocrates. Notre siècle a 2 passions, la justice et la vérité. » En premier lieu, il faut quand même souligner le caractère international de son origine. Donc il est né à Gand parce que justement ses parents jeunes mariés étaient à Gand à ce moment-là, mais c'était tout à fait accidentel. En fait, donc la famille s'est établie à Ypres. Le papa était donc originaire de Poperingue, donc une famille flamande d'origine par son père, encore que la grand-mère paternelle était française. D'autre part, la maman, Louise Barrier, était de nationalité anglaise, mais d'origine française. Donc, cette origine très internationale dès le début. Et il est vrai qu'il va se passionner, va vraiment s'ouvrir à la culture française, qu'il aimera toujours profondément. Eh oui, il dit partir en Chine pour faire aimer Dieu et faire aimer la France, mais à peine arrivé, il écrit sur la guerre des boxeurs. 99% des torts sont du côté des étrangers. On écrase un peuple parce que sa couleur diffère de la nôtre. Nos armées laissent après elles une longue traînée de sang et de fange immonde. Quant à l'Église catholique, elle compte en 1900 750 000 baptisés, 900 missionnaires, 40 évêques blancs et 470 prêtres chinois. Ces derniers y exercent peu ou pas de responsabilité. Leb se veut chinois. Il s'habille à la chinoise et se confectionne une tresse avec les cheveux que sa petite sœur lui a envoyés. Nous sommes ici de fait et d'esprit un corps étranger. Nos chrétientés sont des demi-colonies. Nous sommes en dehors du peuple et nous ne pouvons y entrer. Comme une applique sur un meuble et non comme un levain dans la pâte. Et voici Leb en pleine campagne. Les paroisses se sont étendues et il est toujours en route, heureux de faire connaissance avec le petit peuple, heureux surtout de voir les païens se convertir. L'eau du baptême coule à flot, pourrait-on dire.
Ses progrès rapides dans l'étude de la langue facilitent les contacts. Il enseigne. Il est déjà l'orateur qui plus tard va remuer les foules. Antoine Cotta, son ami de toujours, vient le rejoindre en 1906. Ils se sont connus durant leur séminaire. Cotta est d'une grande intelligence. De père égyptien et de mère autrichienne, il est de quelques années l'aîné de Leb. Père Leb, il se fait ami avec tous, les paysans, les pauvres, les ouvriers, les étudiants, intellectuels. Il se fait ami. Et puis avec son amitié, sa manière de se comporter, il gagne le cœur chinois. Le Chinois, quand il se sent être respecté, il respecte les autres. Et pour exprimer la connaissance avec les autres, il va recevoir ce que les autres peuvent lui donner. Alors, le Père Leb, ce qu'il a, c'est l'Évangile, bonne nouvelle, Jésus-Christ. 1906. Leb est nommé doyen du district de Tientsin. Ville universitaire, riche de son port et de son commerce, Tientsin compte plus d'1 million d'habitants, mais seulement 6 000 catholiques. Leb, pourtant, est tout de suite très occupé. Il a donc, dès son arrivée à Tientsin, pris contact avec les autorités chinoises de la ville, ce qui est tout à fait nouveau. Il a déjà commencé à étudier les classiques chinois. Et donc là aussi, ce sont les circonstances qui vont l'amener à prendre des initiatives, notamment dans le domaine de la presse. Et plus largement, le contact, et c'est ça peut-être ce qu'il y a de plus original dans ce qu'on appellera la méthode de Tientsin, le souci de collaborer à des actions humanitaires avec les Chinois qui ne pensent pas devenir chrétiens, avec donc tout simplement l'élite locale, une collaboration désintéressée, notamment dans le cadre de la Croix-Rouge, dans le cadre de l'aide aux sinistrés lors d'inondations, etc. C'est cela la conversion du Père Leb, c'est que aux attitudes conventionnelles du missionnaire par rapport aux Chinois, il substitue la fidélité à l'accueil du Chinois tel qu'il est. Maintenant, il y a dans sa vie un paradoxe. Il y a d'une part ce souci des pauvres et d'autre part le souci de l'élite. La conversion de l'élite étant une condition de la conversion de l'ensemble du peuple. 1911. Sun Yat-sen renverse la dynastie mandchoue et proclame la République. La Chine se réveille. Le père Leb entre dans le mouvement. Il ouvre une salle de conférence, puis 2, puis 8. On y parle de l'avenir du pays et de la religion. Quel avenir pour la Chine? Les foules célèbrent la République. Et Sun Yat-sen est proclamé président. Mais il ne dispose pas d'appui suffisant et préfère céder la place à l'homme fort qui règne à Pékin, le général Yuan Shikai. Le pays est divisé. Alors, le père Leb fait campagne. Aux chrétiens, il dit « Aimez votre pays, c'est cela, être chrétien ». Il dit aux païens « Dieu aime la Chine ». Autrement dit, la religion sauvera le pays. Ceci est un langage nouveau qui touche les Chinois. On publie donc ces conférences, plus de 30 000 exemplaires. Des collaborateurs se joignent à Leb pour parler aux foules. Tout un mouvement se met en marche que les laïcs prennent en main. Parallèlement, il développe aussi l'action catholique, la prise en charge de l'Église par les laïcs, et c'est très nouveau. En Chine, ce l'est tout à fait. En Europe, ça ne fait à peine que commencer, l'action catholique, par les cercles d'études, de ce qui pour la Belgique deviendra la CJB, donc l'Action catholique de la jeunesse belge, mais qui existe déjà en France, la CJF, depuis la fin du 19e siècle. 1914, premier congrès d'action catholique tenu à Tientsin. On y vient de partout. Vincent Leb écrit même aux journaux européens. Il aime la Chine et veut la faire aimer. Lui qui parle déjà tellement aux foules veut leur parler plus encore. Et fin 1915, il fonde un journal quotidien, Li Che Pao, c'est-à-dire le bien public.
Très vite, il tire à 20 000 exemplaires. Il y a même un hebdo pour les femmes. Le génie de Vincent Leeb, c'est de confier la propriété du journal à des Chinois et non à l'Église. Des laïcs, des chrétiens et beaucoup d'autres en sont les rédacteurs. La réputation d'indépendance du journal est immédiate. Il se bat pour la Chine et pour la justice. Aux yeux de tous, grâce au journal, la religion étrangère, peu à peu, devient chinoise. Le père Leeb a encouragé un chrétien, un certain monsieur Lu, à prendre en main l'édition d'un journal, Yi Shi Bao, donc un journal catholique de l'Église, toujours grâce à l'initiative du père Leeb. Ce journal est devenu le plus grand journal du nord de la Chine. Il y avait aussi un grand journal dans le sud nommé Shen Bao. Plus tard, il y a eu une édition de Yi Shi Bao pour le sud également. La culture chinoise est très ancienne. Vous savez que depuis 5000 ans, nous avons toujours la même langue écrite, parlée différemment. Alors, pour connaître l'écriture chinoise, culture chinoise, il faut un grand effort. Le père Leeb, une fois arrivé, il a étudié les livres classiques chinois. Il sait écrire le chinois avec le pinceau. Il est très connu et son calligraphie. Avec tout cela, le père Leeb a gagné le cœur des Chinois. Vraiment, il est devenu chinois. Toujours en mouvement, l'homme d'action qu'il était, où trouvait-il la patience qui est celle d'un écrivain chinois? Son écriture française est sans fioriture. Toujours pressé, Vincent Leeb prenait pourtant le temps d'écrire une correspondance abondante. Par contre, son écriture chinoise est parfaite, classique, soignée. Vincent Leeb fait honneur à la culture de son pays. « 1916. Voilà 10 ans que Vincent Leeb est à Tientsin. La jeune République est en difficulté. La Chine ne trouve pas son unité et les puissances occidentales vont profiter du désordre. Vincent Leeb poursuit son combat dans une Chine qui se désagrège. L'Angleterre met la main sur le Tibet, la Russie sur la Mongolie. Pire encore, le Japon prend pied dans la province du Shantung. Non loin de là, Tientsin vit dans un calme relatif. La ville chinoise s'étend sur 14 km². 14 km² également, telle est la superficie de la ville occidentale, c'est-à-dire les terrains concédés à la Russie, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Japon, la Belgique, l'Autriche, les États-Unis et la France. Au sud, le quartier chinois de Laosikai. L'évêque de Tientsin y achète un terrain et construit sa cathédrale en bordure de la concession française. Ces concessions mettent la Chine sous tutelle. Parce que non seulement depuis l'ouverture des ports à l'Angleterre d'abord, puis à la France et aux États-Unis à partir de la guerre de l'opium en 1840, non seulement les douanes chinoises sont prises par les étrangers, le commerce est entièrement entre leurs mains, mais donc à partir de 1895, c'est aussi l'industrie européenne qui a le droit de s'établir en Chine dans toutes ces concessions qui sont alors accordées en série. Et donc là, il y a toute une industrialisation qui s'établit et qui concurrence et finit par tuer l'artisanat chinois traditionnel. À Laosikai, les commerçants chinois commencent à s'établir autour de la cathédrale. Le consul de France cherche à agrandir la concession française. Il prend prétexte de son droit de protéger la mission et ouvre une route allant vers la cathédrale. Il fait poser de petits piquets que les Chinois enlèvent. Escalade des incidents jusqu'au jour où la gendarmerie française vient arrêter le corps de police chinois et l'enferme dans la prison de la concession. Réaction immédiate, un tract des Chinois, rédigé en français et distribué dans toute la ville.
Exprimant leur indignation, les Chinois comparent l'action de la France à l'invasion de la Belgique par l'Allemagne 2 ans plus tôt, en 1914. Suivent des manifestations dans la rue, puis une grève générale des employés chinois de la concession, et même, dit-on, des nourrices. Li Che-pao, bien sûr, prend parti pour les Chinois. Le consulat fait pression sur l'évêché pour faire taire le Père Leb. Le Quai d'Orsay à Paris fait de même avec les supérieurs du Père Leb. L'évêque de Tientsin ordonne alors à celui-ci de rester neutre. Le Père Leb répond par une lettre. Du fait de notre nationalité, l'opinion chinoise n'est déjà que trop portée à nous considérer comme faisant cause commune avec nos compatriotes. Or, les Français ont tort. Que l'Église, au lieu de se taire, soit comme ailleurs le dernier refuge du droit où la parole de justice n'a jamais peur de se faire entendre. La neutralité que vous proposez est insoutenable. Ne m'obligez pas à choisir, soit de désobéir, soit de vous obéir, donc d'agir contre ma conscience. Il conclut en demandant d'être éloigné de Tientsin. Il est immédiatement envoyé à l'autre bout du diocèse, puis au centre du pays. Les confrères qui le soutiennent sont dispersés. Antoine Cotta est exilé à l'étranger. C'était quelqu'un qui savait ce qu'il voulait, et quand il voulait, il prenait l'initiative et il fonçait. Mais toujours dans le respect de ses supérieurs et dans le respect de l'égalité. Ça, c'était remarquable avec lui, c'est que si le supérieur disait non, c'était non. Évidemment, ça n'empêchait pas le Père Leb de recommencer sans nous en parler alors. Hein. Pour le moment, il souffre atrocement d'être exilé dans une région dont il ne connaît pas la langue. Lui, qui était connu de tous à Tientsin, est devenu un parfait étranger. Il faut tout recommencer à zéro. Peu à peu, il reprend courage et écrit à Rome à l'ami de toujours, Monseigneur Vanneville, un prélat français, correspondant du journal La Croix, qui a quelques entrées au Vatican. Ce qui reste autre part une énigme, c'est son obéissance. Quelqu'un a dit, dans une formule heureuse, qu'il n'avait jamais été obéi et qu'il n'avait jamais été obéissant. Il a, au fond, continuellement fait ce qu'il voulait, en appelant au supérieur qui était selon ses vues. Donc, il n'a pas été obéissant dans le sens d'une passivité. Il a été un homme d'initiative et il a été évidemment une croix pour ses supérieurs immédiats. C'est vraiment une continuelle docilité aux événements qui le caractérise. Et au fond, sa véritable obéissance, c'est une obéissance aux événements plus qu'au règlement. Revoici Cotta. Oui, il est toujours là. Cotta a désobéi et refusé de partir. Et pendant que Leb s'active en paroisse, Cotta envoie rapport sur rapport à Rome, sur leurs drames personnels et sur les problèmes des missions. C'est intellectuellement qu'il a perçu le problème. Le Père Leb, c'est plus affectivement. Hein? Et intuitivement, comme ça. Et donc, Cotta était plus capable d'une synthèse objectivée, bien présentée. Et il faut dire, il était en même temps, il était plus un battant d'une certaine manière, enfin. Hein, et il était plus fonceur. Le Père Leb agissait quand même plus avec le souci du respect des personnes que Cotta. Ainsi donc, le Père Leb a été désapprouvé par ses supérieurs. Il s'en est ouvert aussitôt aux autorités romaines. Mais que fait Rome? Que dit Rome? À Rome, il y a Guillaume Van Rossum, un cardinal chargé des missions. Et il y a le pape Benoît XV.
Dans l'univers colonialiste de 1919, il rêve d'évêques chinois. Mais Rome se tait. Le père Cotta a été le premier à étudier la question d'une manière un peu plus approfondie de l'épiscopat et des raisons de son absence, en étant frappé par ce contraste qu'il voyait entre l'attitude romaine, qui depuis le XVIIe siècle demandait qu'on crée des évêques locaux, et l'attitude des missions sur place. Rome écoute. Rome se tait, mais pas longtemps. Un évêque français des missions étrangères de Paris, Monseigneur de Guébriant, est envoyé en Chine pour enquêter partout sur la situation. Mais Rome veut aller plus vite, et c'est une véritable bombe qui va exploser. Avant même le retour à Rome de Monseigneur de Guébriant, le pape Benoît XV publie une lettre universelle, une lettre encyclique, Maximum Illud, destinée aux missions. Il est regrettable que des contrées d'un haut degré de civilisation n'aient pu encore produire d'évêques pour les gouverner. Monseigneur de Guébriant, par souci d'apaisement, demande à Vincent Leib de quitter la Chine. Après 20 ans passés en Chine, Vincent Leib s'embarque pour l'Europe. Pour retrouver une autre Chine, celle des ouvriers chinois venus travailler dans l'industrie de guerre, mais aussi celle des étudiants. Un monde marqué par la misère, le nationalisme, la lutte anticléricale. Il y perçoit très vite qu'il y a un enjeu formidable, n'est-ce pas? Il y a eu le mouvement du 4 mai 1919 en Chine, à Pékin, ce mouvement dans lequel, pour la première fois, une opinion patriotique s'exprime devant ce que la Chine a dû concéder au Japon à la conférence de Versailles, à la conférence de la paix. Et donc, c'est le moment où se crée le Parti communiste en Chine, 1921, et où donc déjà un certain nombre d'étudiants chinois sont partis d'abord vers l'Angleterre, les États-Unis, et puis depuis 1906 vers la France, et ils y sont accueillis par les milieux radicaux, les milieux socialistes, les milieux anticléricaux, et le père Leib voit qu'il y a une véritable course de vitesse là qui s'amorce, si l'on veut qu'une élite chinoise, une partie au moins, soit chrétienne. Ces étudiants, c'était absolument tout pour lui, tout pour lui. De temps en temps, dans les grandes circonstances, il passait en coup de vent par Bruxelles, où j'habitais, où était mon papa. Alors, nous le savions quelquefois, non, nous ne le savions jamais à l'avance. Nous le savions seulement parce que des étudiants chinois par 2, 3, 4, 5 rappliquaient. Alors on se dit, si les étudiants chinois rappliquent, ça veut dire que mon oncle Frédé est en chemin, qu'on va l'attendre. Alors il avait un coup de sonnette spécial. Il sonnait toujours un seul Dieu en 3 personnes. Ding, 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 ding. Alors nous, les enfants, on se précipitait à qui serait le premier, la première pour lui ouvrir la porte. Et il arrivait, il était tout petit, il était très petit de taille et menu, avec son grand chapeau de curé français, n'est-ce pas, des souliers beaucoup trop grands pour lui. Et alors une lourde, comme vous saviez peut-être déjà, une énorme sacoche sur l'épaule. Il fallait être 2 d'entre nous pour porter sa sacoche avec tous ses papiers. Alors on lui enlevait vite son manteau et immédiatement, mon premier devoir était sa pipe chinoise. Les premiers étudiants que Vincent Leib a pu réunir se constituent en association. Ils se donnent un drapeau. Ensuite, et cela c'est tout à fait Leib, un journal, tout entier fait à la main. Et, c'est encore Leib, un journal à la manière de Li Chepao, résolument chrétien et politique, qui se fait l'écho des événements majeurs qui surviennent en Chine. Suit alors un bulletin mensuel imprimé à Paris et à Louvain. La ville de Verviers aussi s'intéressera au père Leib. Le curé Flumal avait invité un missionnaire à venir prendre la parole pour la première journée mondiale de prière pour les missions. Et c'est le père Leib qui avait été désigné pour cette prédication ici à Sainte-Julienne.
Elle a eu lieu le 9 juillet 1922. C'était pour toutes les paroisses de la ville de Verviers. Et alors une petite anecdote très amusante, c'est que le père Leb a fait savoir au curé qu'il arriverait avec l'Express de Paris à 3 heures du matin, mais qu'il ne fallait surtout pas aller le chercher à la gare, qu'il prendrait du travail avec lui et qu'il travaillerait à la gare en attendant que les portes de l'église soient ouvertes pour la première messe. Et alors l'abbé Bolland a fait ce petit commentaire à son curé: on nous envoie encore un original, il ne sait pas faire comme tout le monde, venir à des heures un peu plus raisonnables. Raisonnable. Leb ne l'était pas. Le vicaire Bolland ne l'était pas non plus. Sa maison, d'allure bourgeoise, n'avait pas de clé sur la porte et accueillait les jeunes jour et nuit. On les appelait les petits enragés, car, avec le vicaire Bolland, ils osaient tout et pouvaient presque tout. Plusieurs de ces jeunes iront plus tard en Chine rejoindre Leb, et le vicaire Bolland ouvrira pour eux un séminaire. Lui aussi, il était attachant, il était gai, il avait quelque chose de piquant dans tout ce qu'il disait là. Et il savait amuser les gens. Hein. C'était un plaisir que de l'avoir. Il ne plaisait pas à tout le monde. Hein. Il y en avait beaucoup qui se méfiaient de lui. Il n'était pas assez pieux, assez réservé. Il fumait comme un Turc. C'était tous ces jeunes vicaires qui faisaient vivre à ce moment-là des jeunes gens qui, sortant de la guerre, dans l'ivresse, il faut bien le dire un peu, de la victoire, hein, également au point de vue religieux, nous referons chrétiens nos frères, par Jésus-Christ nous le jurons. Hein, ce que la Joque chantait, nous le chantions. Hein, c'était en tout cas cette atmosphère-là. Et alors, ce que le père Leb a apporté avant tout, c'est dire, écoutez, ne restez pas dans votre petit groupe, hein, mais aidez-nous. Vous êtes de l'Église, vous êtes catholique, vous êtes universel, et surtout, n'oubliez pas ce grand continent chinois, vous qui vivez dans votre petit groupe belge. Hein. N'oubliez pas ce grand continent chinois. Tel était partout, en effet, le message de Leb aux sympathisants qu'il suscita à Paris, Lyon et Lille, comme en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas et en Angleterre, en faveur des étudiants. À chacun d'entre eux, Vincent Leb devait assurer logement, école et subsistance. Beaucoup d'étudiants allaient, une fois retournés en Chine, y devenir des personnages influents. Nous voici revenus en Belgique, dans l'abbaye norbertine d'Averbode, un haut lieu du mouvement de conversion des étudiants chinois au christianisme. Leb y prêche de nombreuses retraites. Tous ne demandent pas le baptême, mais tous découvrent ou redécouvrent en Leb leur patrie. À Averbode ou ailleurs, 300 d'entre eux recevront le baptême au cours des 7 années où Leb se dépense pour eux jusqu'à la limite de ses forces. Le cardinal Mercier soutient activement l'œuvre du père Leb. Tous deux s'entretiennent aussi de la question des évêques chinois. Nous y reviendrons dans un instant. Le cardinal s'intéresse à la vie de la jeune action catholique, comme ici, au congrès d'Averbode, en 1924. L'abbaye de Loppem, près de Bruges. Elle aussi soutient l'association. C'est là que le premier ambassadeur de Chine auprès du Vatican viendra se retirer pour y devenir moine bénédictin. Claire Lynn, une disciple du père Leb, a rencontré pour nous le père Mao, ancien étudiant de Lyon. Le père Leb est dans le cœur des Chinois. Personne parmi les Chinois ne l'ignore, parce qu'il a vraiment aimé les Chinois. Il a aimé la Chine plus que beaucoup de Chinois eux-mêmes. Vincent Leb, bien sûr, ne vit que pour ses étudiants, mais son esprit aussi est à Rome. Là seulement peut être décidé son retour en Chine. Là surtout sera tranchée la question de l'épiscopat chinois. Revenons à 1920. Leb a dit sa pensée aux autorités romaines. L'hiver, le long hiver de nos missions de Chine est passé. L'heure est venue de former l'Église nationale vivante, chair de la chair du peuple.
Il a écrit également au cardinal Mercier. Il lui a demandé de le soutenir à Rome. L'Ebbe fait vraiment confiance au cardinal, dont il dira un jour « En voilà un qui ose se mêler de ce qui ne le regarde pas. » Et de fait, le cardinal va trouver un moyen de le faire venir à Rome, ainsi que nous le raconte le cardinal Sunetz. Oui, ce qui m'a retenu de ça, c'est l'espèce de ruse de guerre employée pour que le père L'Ebbe aille à Rome. Soi-disant, le cardinal Mercier avait lui demandé de venir pour une consultation, comme ça, vis-à-vis de son supérieur. Il a dû dire, écoutez, je dois me rendre à Rome, puisqu'il avait défense d'y aller. Le cardinal Mercier me demande en consultation. Bon, c'est comme ça qu'il a réussi, donc, finalement, à se rendre à Rome. Et alors, Mercier, je crois, l'a introduit chez Van Rossum, et tout le reste a suivi. Alors là, c'est des petites choses, mais qui font de très grands effets. Et voici Vincent L'Ebbe à Rome, à l'insu de ses supérieurs. Il tient un journal au jour le jour. 20 décembre 1920. Accueil affectueux du cardinal Mercier. Le soir, il se rend chez le cardinal Van Rossum, qui lui dit « Je vous remercie du fond du cœur de tout ce que vous avez fait, de ce que vous avez souffert, de votre obéissance religieuse. C'est elle qui a tout sauvé. » Puis, le père L'Ebbe résume la conversation à propos des évêques chinois. Et le cardinal lui demande « Avez-vous un crayon ? Donnez-moi des noms. » Et le père L'Ebbe donne quelques noms de prêtres chinois qu'il juge dignes de l'épiscopat. 8 jours plus tard, c'est le pape Benoît XV qui reçoit le père L'Ebbe. En sortant, je l'ai rencontré alors par hasard dans la rue et on s'est arrêté et il m'a lancé cette phrase à la tête, je ne l'oublierai jamais. « Le Saint-Esprit, je n'y crois plus. » Alors j'ai eu un petit choc, mais connaissant le père L'Ebbe, je me dis ça doit avoir son explication. Il m'a dit « Je n'y crois plus, je l'ai vu. » Alors, il m'a dit quelque chose de très grand se prépare. Je crois que c'était le moment, parce qu'il devait rester encore discret. Tout ça était à ce moment-là sous le secret, je crois, du Saint-Office. Mais enfin, on a deviné que le pape lui avait donné la chance de désigner lui-même les 5 premiers évêques chinois. Mais Rome, d'autre part, c'est une institution, et toute institution est dans une large mesure conservatrice. Une institution est soucieuse de durée. Tandis que L'Ebbe faisait beaucoup de provisoires. Il inventait constamment. Et donc à Rome, il y avait une certaine sensibilité aux exigences d'un renouveau missionnaire, venant de ce que Rome était plus dégagée des nationalismes que les missionnaires sur le terrain. Mais d'autre part, il y avait à Rome une grande prudence. Eh oui, prudence romaine qui prend son temps. Les années passent. Vincent L'Ebbe voudrait repartir en Chine. Impossible. Et toujours pas d'évêque chinois en vue. Un espoir pourtant, quand le pape envoie Monseigneur Costantini en Chine, en 1922, pour préparer le terrain aux grandes décisions, attendues impatiemment par Vincent L'Ebbe. Discrètement, le délégué du pape choisit les futurs évêques. Pie XI a succédé à Benoît XV et en 1926, c'est décidé, le pape va consacrer 6 évêques et il va les consacrer lui-même à Rome le 28 octobre. Le monde missionnaire acceptera-t-il ? Le monde diplomatique n'est pas enchanté. L'Europe est, pour quelques années encore, maître du monde. Le père L'Ebbe était présent, c'était le jour anniversaire de ses 25 ans d'ordination sacerdotale, c'était aussi l'anniversaire de 25 ans d'épiscopat du pape lui-même, enfin c'était beaucoup d'anniversaires, mais c'était surtout un grand événement pour l'Église universelle. Ah, comme on a pu le dire, cet événement est peut-être aussi important que celui de la sortie du monde juif pour l'Église chrétienne, parce qu'on sortait véritablement là, au moins pour ce qui est de les cadres religieux du monde méditerranéen. Il n'y avait pas d'évêque qui ne soit blanc dans l'Église catholique jusqu'à ce moment-là. Son rêve se réalise. Vincent L'Ebbe retourne en Chine définitivement.
adopté par un des 6 évêques, Monseigneur Swen. Devenu chinois officiellement, Lei Mingyuan se retrouve en pleine campagne, dans la Chine profonde. J'étais à son départ. Oh, j'oublierai jamais ce départ. Je oublierai son dernier départ. Il m'avait d'ailleurs dit que repartir comme missionnaire une seconde fois est plus crucifiant, si on peut dire, est plus poignant que la première fois. La première fois, on part dans... Naturellement, c'est un déchirement, c'est évident, surtout avec une famille où on s'aimait tellement, mais on part dans l'enthousiasme, la force de la jeunesse, et on a tous ces projets en tête, on ne sait pas encore ce qui va se passer, etc. La seconde fois, on sait un petit peu ce qui vous attend. Il y avait comme toujours, nous ne pouvions jamais l'approcher parce qu'il y avait toujours les Chinois, naturellement, ces étudiants étaient là. On avait toujours la 3e place. Et alors, il nous a tous embrassés. Et puis, il s'est mis au fond du compartiment, tout à fait au fond, loin de tout le monde. Et là, il n'a plus dit un mot. On se sentait très, très, très ému de partir. Il lui reste 13 ans à vivre. Il a 50 ans et naturalisé chinois, il est heureux. Loin de penser qu'un jour, il sera médaillé par un général d'armée et le chef de l'État. Dans le pays, la situation reste dramatique. Sun Yat-sen est mort. Le général Chiang Kai-shek a pris le pouvoir. Il veut réunifier et moderniser la Chine. Mais les communistes avec Mao Tse-tung et le général Shu Tai s'opposent à lui. Vincent Leib, après une absence de 7 années, s'intéresse moins à la politique. La plaine du Nord est immense. Les gens sont pauvres. Vincent Leib se sent appelé à se consacrer totalement aux paysans. Et il invente une manière originale de mettre l'Église dans le peuple. Le levain dans la pâte. En 1928, il fonde une congrégation de moines. Oh, pas n'importe lesquels. Ce seront des moines paysans. Pauvres comme eux, un temps au monastère, un temps chez les habitants. Le but est d'annoncer Jésus-Christ dans les villages et d'aider le clergé chinois. Pareillement, il fonde une congrégation de religieuses, les Thérésiennes. Sœur Saint-Luc, française d'origine, rejoint le Père Leib en 1931, à l'âge de 22 ans. Quand les évêques sont arrivés en Chine, on leur a cédé des territoires qui, en somme, n'avaient presque pas de chrétiens et pas de prêtres. Alors ils avaient beaucoup de difficultés et pas d'argent. Si bien que le Père Leib a dû aider beaucoup l'évêque de Hankoa au point de vue économique, parce qu'on n'avait rien. Il y avait quand même quelques prêtres chinois, mais c'était très peu. En ce temps-là, on ne pouvait pas admettre que des étrangers, des Européens, soient sous les ordres d'un évêque chinois. Alors, ils ont tout quitté. Et ils ont emporté, évidemment, tout ce qu'ils pouvaient, n'est-ce pas? Alors, l'évêque n'a eu que quelques maisons vides. Nous avons également rencontré à Taïwan le frère Alexandre Chao. À l'âge de 16 ans, il entrait au monastère du Père Leib. Les monastères ont commencé ainsi. Plusieurs catéchistes de villages autrefois souhaitaient devenir trappistes, mais la trappe a été fermée. Ils désiraient vraiment être moines. De son côté, le Père Leib voulait qu'ils soient en même temps de vrais missionnaires et soient aussi pauvres, à la fois moines et ânes, que les paysans et les soldats, et qu'ils servent le peuple. Alors, nous devons être comme le peuple, comme tous. Nous devons vivre une vie très ordinaire, comme la masse pauvre. Il y a créé la congrégation des petits frères pour partager la foi. Par quelle méthode? Naturellement, c'est pour aider les prêtres chinois dans tous les travaux. Le Père Leib n'avait pas défini les tâches. Ce n'est pas une question de savoir quelle formule ou quelle méthode utiliser pour servir le peuple.
C'est la question de savoir dans quel esprit on vivait près du peuple. Le père Leb nous disait toujours, quel que soit votre travail, faites-le dans l'esprit de l'Évangile, et vous serez au milieu des paysans comme un levain dans la pâte. Comme le vin dans la pâte. Donc, il espérait que la Chine soit aussi convertie par les petits frères et les petites sœurs. C'était un grand idéal. Alors, nous avons commencé à ouvrir des dispensaires pour les yeux. Et nous avions beaucoup de malades parce qu'il y avait énormément de trachome et beaucoup de cécité, beaucoup de personnes qui vraiment ne voyaient presque plus, n'est-ce pas? Beaucoup d'aveugles, si bien que les dispensaires étaient très, très importants. Si on va vivre avec les pauvres, comme le font par exemple aujourd'hui les théologiens de la libération, et si on va vivre avec les pauvres, voilà qu'on en découvre des choses qu'on ne soupçonnait pas dans les meilleurs des ouvrages savants. La vie a donc une puissance d'éducation que la documentation, que l'érudition n'a pas. Et je crois que Leb a été un vivant avec les vivants. Et que du coup, il a vu des quantités de choses que d'autres ne voyaient pas. Nous devions faire tous nos vêtements, les souliers et tout. Vous savez, la vie des Chinois à ce moment-là était très, très dure. On devait récolter soi-même le coton, filer le coton et faire l'étoffe et faire les vêtements soi-même. Alors on avait beaucoup de travail. Plusieurs prêtres belges se joignent au père Leb, car il a fondé en 1930 avec l'abbé Bolland une société de missionnaires au service des évêques chinois. Le père Leb peut se reposer. Il a bien préparé l'avenir. Et voilà que tout bascule à nouveau. 1933, les premières attaques japonaises dans le nord de la Chine. 1936, c'est la guerre totale. Lei Mingyuan va monter au front et va donner sa vie à son peuple. 1933, c'est l'invasion d'une province chinoise par le Japon. C'est aussi l'année où Vincent Leb quitte sa congrégation et devient à son tour frère de Saint Jean-Baptiste. 2 ans plus tôt, le Japon avait envahi la Mandchourie. La Société des Nations avait reçu une lettre de protestation de 16 évêques chinois rédigée par Vincent Leb. La Société des Nations, l'ONU de cette époque, était impuissante. Les nations indifférentes. La Chine est seule. Leb va emmener au front 20 de ses moines, 240 villageois et quelques sœurs qui sont infirmières. Ils seront brancardiers pour secourir les blessés. Au début, l'armée était un peu hésitante et on se demandait que veut ce prêtre étranger. Mais quand on l'a vu au travail, quand on l'a vu se dévouer auprès des blessés, manger la même nourriture que les soldats, alors là, les gens étaient vraiment impressionnés. Sur le fond, vous savez, quand il n'y avait pas de bataille, on se réunissait dans une pagode ou dans une maison vide, et alors on continuait à vivre la vie des petits frères et des petites sœurs. 7 juillet 1937. Cette fois, le Japon attaque partout en Chine. Sur cette photo, Vincent Leb, avec à sa gauche le frère Alexandre et quelques frères et des soldats. Avec ceux-ci, il va passer 3 années au front et ne retournera plus dans son diocèse. Du front, il envoie au monastère son testament spirituel. À ses frères, il écrit « C'est le désir le plus profond des petits frères de réaliser la conjonction du patriotisme et de la religion catholique. Ce que notre pays recherche avec ardeur n'est pas éloigné de l'Évangile. La mission des petits frères, c'est de se porter à la vague la plus avancée de cette marée. » Et c'est ce qu'ils font. Plus de 20 000 blessés sont secourus. Vincent Leb devient un héros pour le 3e corps d'armée et le maréchal Chiang Kai-shek l'appelle chez lui. Il confère au père Leb la mission de créer une section spéciale au sein de la 12e division. Il le nomme lieutenant, puis colonel. Vincent Leb a pour mission de susciter la résistance à l'ennemi à l'arrière des lignes japonaises. À cette époque,
il fait connaissance avec les communistes qui combattent avec lui le Japon. Sur cette photo, il porte l'insigne de la section patriotique qu'il dirige. Cependant, il souffre beaucoup du silence de l'Église. En effet, Monseigneur Zanin, le délégué apostolique, recommande aux missionnaires la neutralité. De plus, c'est le temps de l'axe Tokyo-Rome-Berlin. Certains missionnaires italiens sympathisent avec le Japon. Tandis que les missionnaires européens gardaient vraiment une neutralité un peu pénible. Pourquoi dites-vous que c'était pénible? Parce qu'ils auraient presque préféré qu'on laisse les Japonais occuper toute la Chine. Et c'est bien que certains, vraiment, avaient une attitude tout à fait contraire à la vie des Chinois, quoi. Le délégué apostolique qui était Monseigneur Zanin était italien. Alors, il a pris une attitude de neutralité lui-même. Et il a essayé de persuader tous les missionnaires de le suivre. Évidemment, ça n'a pas plu aux autorités chinoises, ce qui est normal. Mais c'est une question très délicate. Zanin, oui. Quand on disait prenez position pour la Chine ou pour le Japon, ah ben dit-il, moi je suis ni à gauche ni à droite, l'Église est au-dessus de tout ça. Alors ça scandalisait les gens, vous devez être incarné, vous devez lutter pour la vérité. La vérité, c'est que la Chine succombait sous les coups. La vérité, c'était aussi l'horreur. On sait maintenant ce qui s'est passé après la prise de Nankin. 100 000 civils, 150 000 civils furent massacrés par les soldats japonais, passés à la baïonnette, enterrés vivants, fusillés, violés. Comment Leb pouvait-il être Leb et chrétien, ou tout simplement Leb, avec le cœur de feu que nous lui connaissons, sans crier son dégoût, sa révolte et son refus de la neutralité? Seigneur, je préfère mourir. Je mourrai bien content plutôt que de vivre veulement, neutre, n'osant pas appeler le bien et le mal de leur nom, et ne jetant pas tout mon sang du côté des opprimés. Je veux manifester, d'usage être seul au monde, l'indignation chrétienne contre le monde de l'impérialisme. Non, je ne serai jamais un chien muet, incapable d'aboyer. Le délégué apostolique, Monseigneur Zanin, approuvait le père Leb et il aimait les petits frères. C'est lui qui a payé mes études pour que je devienne prêtre. La guerre continue. Les Japonais occupent les grands axes de communication. Entre ceux-ci, des espaces libres dont les communistes veulent prendre le contrôle et interdisent l'accès aux nationalistes. Or, c'est précisément là que travaillent Vincent Leb et ses collaborateurs. 2 fois, il a rencontré le général Shu Te. Il a connu aussi Chou Enlai. Et pourtant, le voilà emprisonné par les communistes. 40 jours, durant lesquels il tient son journal et parle beaucoup de sa santé qui se détériore. Il a 63 ans, il est épuisé. Le cœur brisé, car il a compris que les communistes veulent le pouvoir pour eux seuls. Il écrit plusieurs lettres, dont l'une au général de division qu'il a arrêté, l'autre à Chou Te. Pas de réponse. Sur l'intervention du maréchal Chiang Kai-shek, il est libéré. Ramené en avion dans la capitale de guerre, il meurt le 24 juin 1940, jour de la fête de Saint-Jean-Baptiste. Le Père Leb, pour moi, c'est un grand apôtre, grand missionnaire, un grand Chinois. Mais ça, un tout petit bonhomme de rien du tout. Oh oui.
un tout petit bonhomme de rien du tout.